Accueillons maintenant Véronique Bouvette de l'École de technologie supérieure pour la thèse intitulée « Raffinement et validation d'un modèle par élément fini de la tête pour l'étude des changements structuraux cérébraux engendrés par le cumul d'impacts sous-commotionnels au football universitaire canadien ». Bonjour, bonjour. Êtes-vous tombé sur la tête? Ça va de soi. Un choc violent à la tête, ça amène des conséquences immédiates. On a juste à penser aux fameuses commotions cérébrales. Mais connaissez-vous le supplice de la goutte d'eau? La méthode de torture qui consiste à faire tomber, à répétition, une petite goutte sur la tête de quelqu'un? On dit que la répétition finit par user le sujet jusqu'à le rendre fou. C'est à se demander, qu'en est-il de ceux qui sont soumis à des chocs à la tête qui, individuellement, n'infligent pas de commotion cérébrale, mais de manière répétée? Est-ce que la goutte finit par faire déborder le vase? Prenons comme exemple le football américain. On sait aujourd'hui que le développement de maladies neurodégénératives chez les joueurs n'est pas lié au nombre de commotions cérébrales que ces joueurs-là ont subies sur leur carrière de jeu, mais bien à la durée de cette carrière-là. C'est à croire finalement que c'est vraiment l'accumulation des petites gouttes qui est dommageable. Comment prévenir ces dommages-là quand les symptômes apparaissent seulement des années plus tard? Bien, la première étape, c'est de comprendre le mécanisme lésionnel. C'est de comprendre comment est-ce que des petits dommages à l'apparence inoffensif se cumulent pour évoluer vers des maladies graves. Et ça, c'est mon travail. Le football américain, c'est un excellent modèle pour l'étude des impacts répétés à la tête. Dans le cadre de mon étude, on a pu mesurer les mouvements de la tête induits par les chocs directement sur le terrain grâce à des capteurs dans les protecteurs buccaux portés par les joueurs. On a fait ça pour une saison complète sur une cohorte de joueurs universitaires canadiens. Ces mêmes joueurs-là ont également subi, au fil de la même saison, des séances d'imagerie cérébrale. On a alors remarqué qu'il y avait des changements au niveau de la structure du cerveau. Des changements qui n'infligent pas de perturbations cognitives immédiates chez les joueurs, mais des changements qui sont bien là. Des changements où on pourrait dire des petites gouttes qui pourraient être précurseurs d'un éventuel débordement. J'ai donc la cause, les mouvements de la tête, les effets, ce que je vois à l'imagerie. Il me reste juste à faire le pont entre les deux. Puis pour faire ça, j'utilise un modèle par élément fini. C'est une genre de représentation mathématique du comportement des tissus du cerveau dans la boîte crânienne. Puis ça, ce que ça me permet de faire, c'est d'aller mesurer les déformations sur le tissu qui sont engendrées par les mouvements mesurés sur le terrain. Puis ce qu'on se rend compte avec ça, c'est qu'en fait, les déformations sont beaucoup plus prédictives des changements que je vois à l'imagerie cérébrale que les mouvements seuls. Puis de comprendre comment ces déformations-là se cumulent pour éventuellement évoluer vers des maladies neurodégénératives, c'est crucial. Parce que si demain, les médecins peuvent percevoir les effets précoces qui sont liés aux impacts répétés à la tête, on va non seulement pouvoir aider les joueurs de football, mais également tous les autres sportifs, puis les personnes qui sont à risque. Je parle ici des militaires et des victimes d'abus et de violences à répétition. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le football, c'est juste un point de départ. C'est la goutte qui peut tout faire changer sans rien faire déborder. Merci.